Bonjour, voici un retour sur ma visite au musée Stuart. Lors de cette visite, j'ai pu en apprendre plus sur la société française en Nouvelle-France vers 1645. En effet, j'ai eu la chance de voir l'exposition sur la Grande Traversée vers la Nouvelle-France. Ce qui est intéressant avec cette visite, c'est qu'elle est liée au programme de formation. J'ai donc pensé à vous et j'ai pris quelques photos pour pouvoir vous montrer les artefacts les plus intéressants. Grâce à mes photos, vous allez pouvoir travailler un peu la compétence 1, donc lire l'organisation d'une société sur son territoire, et vous allez avoir des informations sur la Société française en Nouvelle-France vers 1645. Donc, je vais vous parler brièvement de l'alimentation des colons lors de la Grande Traversée. Je vais vous parler de la Compagnie des Sciences associées, de ses privilèges, ses obligations. Je vais aborder rapidement le commerce des fourrures. Et je vais vous parler un peu d'un personnage très important, donc Samuel de Champlain. Alors, commençons maintenant la visite avec des informations sur la cartographie. Alors, il existe 3 fonctions principales au cap. Tout d'abord, certaines servent à se repérer, d'autres à éduquer. Elles vont donc contenir des paragraphes avec des explications ou des images. Et d'autres cartes servent à montrer son prestige, puisque cela montrait qu'on avait une culture générale lorsqu'on en exposait chez soi. Et ça montrait aussi qu'on avait de l'argent, puisque cela coûtait cher à fabriquer. Voici un artefact qui est une carte appartenant à cette dernière catégorie. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut apercevoir la France qui est ici et la Nouvelle-France qui est en fait le jaune, la partie en jaune ici. Et ce qui est intéressant, c'est que il y a certaines parties qui sont vides sur la carte. Et ce n'est pas parce que le territoire n'a pas été exploré nécessairement, c'est parce que ça prenait beaucoup de temps avant de diffuser les connaissances que l'on avait à cette époque. Continuons maintenant la visite et allons voir les outils de navigation qui étaient utilisés à l'époque. Tout d'abord, ils utilisaient des boussoles de route comme celle-ci, qui est formée d'un compas qui a été enchâssé dans une boîte pour avoir une meilleure stabilité. En effet, en haute mer, il y a beaucoup de vagues, et si le compas était tout simplement déposé sur la table, l'aiguille pointerait dans n'importe quelle direction selon la provenance des vagues. La boîte a un certain mécanisme qui permet au compas de rester stable. Ils utilisaient aussi les étoiles pour se repérer. La nuit, ils pouvaient avoir des cartes célestes comme celle-ci, sur lesquelles il y avait une table de positionnement, en fait des tables de positionnement des étoiles sur le côté. Mais évidemment, le jour, la seule étoile qui est visible est le soleil. Ils doivent donc utiliser d'autres outils comme le bâton de Jacob ou l'arbalèstrille qui permettent de se repérer grâce au soleil. On va ensuite perfectionner cet outil qui va devenir le sextant. Pour l'utiliser, on devait regarder à midi, donc quand le soleil est à son zénith. On cachait ensuite celui-ci avec les 2 parties verticales. On venait aussi couvrir l'horizon, donc où le ciel touche l'eau. Et à l'aide de la table, qui est située sur l'outil, ayant différents degrés, on pouvait trouver à 100 kilomètres près sur quelle latitude il se trouvait. Cela pouvait aider pour savoir s'ils étaient sur le bon chemin ou savoir tout simplement s'ils étaient perdus. On utilisait aussi le renard, ou aussi appelé recnard, qui était comme un tableau de bord. À chaque heure de travail, on allait prendre différentes mesures. On prenait premièrement la direction dans laquelle le navire allait, puis on l'indiquait avec les petites pointes sèches. Par la suite, on indiquait la vitesse du navire pour que, à la fin de la journée, le capitaine, avec son compas, puisse tracer la trajectoire de son navire sur sa carte. Ce qui est intéressant aussi que j'ai appris lors de la visite au musée est que la vitesse était calculée à l'aide du loch ou loch. C'était donc un bout de corde comme celui-ci qui contenait des nœuds qui étaient à distance équivalente. Un homme jetait la corde à l'eau, un autre calculait le temps, donc il devait compter pendant 30 secondes, et ensuite, on comptait le nombre de nœuds qui s'étaient écoulés. On faisait ensuite une règle de 3 pour trouver la vitesse du navire en nœuds. Parlons maintenant de l'établissement de la colonie.
Il est important de mentionner qu'entre Cartier et Champlain, il n'y a pas eu de voyage d'exploration en Amérique du Nord parce que la France est tombée dans des guerres de religion. C'est Henri IV qui va ramener la paix et qui va ramener par le fait même les voyages d'exploration. C'est lui qui va donc financer Samuel de Champlain. Ce dernier a joué un rôle important dans l'établissement de la colonie, car il a créé la première habitation en Amérique du Nord pour les Français. Deux autres personnages ont joué un rôle important dans l'établissement de la colonie. C'est eux qui ont parti le projet colonial. Il s'agit de Louis XIII et Louis XIV. Le premier a fondé la Compagnie des Sans-Associés qui avait le monopole des fourrures en échange de la colonisation et du peuplement. Il est important de mentionner que le commerce des fourrures était l'activité économique la plus importante à l'époque. Évidemment, le but d'une compagnie est de faire des profits et faire venir des colons pour peupler coûtait beaucoup d'argent. La Compagnie des Sans-Associés n'a donc pas respecté leurs devoirs et c'est Louis XIV qui a décidé de dissoudre la compagnie et de fonder la colonie royale. Pour terminer, nous allons voir un petit aperçu du quotidien de la traversée pour les colons. Donc, nous allons parler de leur alimentation. Les marins venaient prendre ce bol, qui était pour 6 à 7 personnes, qui contenait du bouillon dans lequel il y avait du lard salé ou de la morue salée et des légumineuses. Évidemment, il n'y a pas beaucoup de nutriments dans ce repas, donc beaucoup de maladies sont apparues, dont le scorbut, et beaucoup de personnes sont mortes par manque d'hygiène et par mauvaise alimentation lors des traversées. Pour manger, ils prenaient tout simplement une cuillère pour le lard, la morue et les légumineuses. Ensuite, pour le restant du bouillon, ils prenaient de petits biscuits comme ceux-ci, qui étaient cuits 2 fois, qu'ils mettaient dans le bouillon, ce qui les faisait ramollir, et ensuite ils pouvaient les manger. Ensuite, vous avez remarqué qu'il y a une bouteille de vin, puisque l'eau devenait non potable après environ 14 jours. Ils étaient obligés de boire du vin pour s'hydrater. Et c'est important de mentionner que le vin des colons n'était pas de très bonne qualité et il devenait donc très aigre rapidement, ce qui n'était pas très bon au goût. Alors, c'est tout pour la visite virtuelle d'aujourd'hui. J'espère que voir les différentes photos des artefacts t'a aidé à mieux comprendre la société française en Nouvelle-France de 1645. À la prochaine!